et bienvenue à cette session extraordinaire qui regarde les pouvoirs réciproques juridiques et académiques. Moi, je vous présente la dernière pomme qui est cueillie du pomme de connaissance. Si vous aurez le courage de manger de lui, vous êtes directement connecté à la connaissance. Mais en faisant ça, la pomme a perdu sa intégrité parce qu'il ne serait pas la pomme entière. Et parce qu'on est en Suisse, il faut se rappeler qu'un héros suisse, son nom est Guillaume Tell, il a été vraiment soumis à une épreuve extraordinaire parce qu'il n'a voulu pas obéir à un ordre d'un tyran. Il a été obligé, mais vous êtes enfant, je pense que vous connaissez l'histoire, oui? C'est vrai. Bon. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tiré de l'arc, la pomme était sur la tête de son fils, et hop, on a eu un héros suisse après, parce qu'il a lutté contre la tyrannie. Qu'est-ce qu'on fait nous ici? En effet, en parlant, quand il s'agit d'agir, en effet, oui, sur l'intégrité. J'ai ce volume extraordinaire comme vous les autres ici présents, et je veux féliciter mes deux collègues, Michel Bergada et Paolo Pecciotto, pour leur travail extraordinaire, et aussi à vous, tous les auteurs qui se sont réunis autour d'une idée, qui est celle de l'intégrité comme mouvement, pas comme un, disons, excours académique ou... c'est plus proche d'une plaidoirie, en effet, je pense, cette idée. Parce qu'il faut plaider pour ça. Il ne faut pas seulement respecter les lois, mais aussi plaider pour qu'elles deviennent une pratique quotidienne. Et je suis vraiment heureux de vous introduire Michel Bergada, qui est deuxième à gauche de moi. Je pense que ce n'est pas un malentendu si je dis que tu es à gauche. Oui, je suis à gauche. Toujours à gauche. Ouais. Et puis, elle est présidente de l'IRAFA, comme tout le monde la connaît, et auteur des livres, des études et tout ça. En effet, une annexe de son livre sur le plagiat se réfère directement aux questions du juridique et académique. À ma gauche, c'est Marie-Avril Leroux-Steinkuller, qui est avocate au barreau de Paris et de Berlin, spécialiste en droit d'auteur, propriété intellectuelle et des nouvelles technologies, et elle a fait une passion pour la défense des créations et des inventions. J'ai cité, donc je suis vraiment... Et à ma droite, c'est OK pour dire ça, à ma droite, c'est Jean-Baptiste Souffron, avocat du barreau de Paris, qui est à l'origine ou était impliqué dans des activités associatives et militantes, ancien secrétaire du Conseil national du numérique. Il s'est affiché comme un combattant, si j'ose dire, dans le domaine des libertés publiques et dans la lutte contre la corruption. Donc, je suis très bien encadré. Sonia Morales. Oui, je l'ai laissé Sonia, la dernière, Sonia Morales, qui est docteur en droit, avocate et spécialiste en propriété intellectuelle, qui dirige le bureau de droit d'auteur à l'Université Laval en Québec. Voilà, donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est vraiment de faire un état de, comment on dit ça, des lieux. Ce que vous en pensez de ce rapport, chers collègues, le rapport entre les normes académiques et les normes juridiques. Ce qu'on veut maintenant, ce n'est pas des exclus académiques, c'est vraiment un point de vue humain. À partir de vos expériences relatives aux questions de l'intégrité, du plagiat, les référents d'intégrité, les lanceurs d'alerte et tout ça. Donc, Michel. Oui, merci. Donc, merci de me donner la parole en premier. En fait, je ne vais pas vous parler du chapitre que j'ai écrit dans le livre, mais dans le livre précédent, qui s'appelle « Le temps entre science et création », où je décris ce qui a été l'origine chez moi de la prise de conscience, qui est en fait l'affaire Highlander.
qui est une affaire de médecine, c'est-à-dire qu'on a découvert dans les années 2000, en 2001 très exactement, grâce à 2 lanceurs d'alerte externes à l'Université de Genève, que le professeur Highlander avait été payé avait touché des mandats pendant 25 ans par l'industrie du tabac, et notamment pour dire que le tabagisme passif n'était pas dangereux pour la santé. Et la petite histoire qui sert d'introduction est la suivante, c'est que ces 2 lanceurs d'alerte ont donc créé un site, donc c'est Pascal Guettelm notamment, ils ont publié sur le site d'Oxyromandie le 29 mars 2001, mais évidemment ça n'a pas du tout été apprécié, vous vous en doutez. Donc ils avaient réuni tous les documents. Le résultat, c'est que le premier résultat, et c'est ça qui est très intriguant, il y a eu une première commission d'enquête à l'Université de Genève avec notamment le doyen de la faculté de droit et puis un en médecine et un en économie. Et les résultats de la première enquête a été 2 choses qui ont été très intrigantes, 2 points qui ont été très intrigants. Le premier, c'est qu'en vertu du droit, il y avait eu prescription, puisque les lanceurs d'alerte se basaient sur des documents ou des publications, des articles publiés il y a plus de 10 ans. Et donc, on ne pouvait pas entrer en matière, d'après cette commission académique, je précise, qui est une commission d'enquête. Et le deuxième point de cette commission d'enquête, ça a été, mais on a la liberté académique. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire qu'avec la liberté académique, on peut faire des recherches pour dire que le tabagisme passif n'est pas dangereux et finalement entraîner les désastres que l'on a connus. Donc, évidemment, le professeur Highlander, lui, fort de cette décision, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aussitôt attaqué en justice les 2 lanceurs d'alerte, qui n'étaient pas membres de l'académie, n'est-ce pas, qui avaient des soutiens larges et appuyés de nombre de professeurs de la faculté de médecine. Et donc, ils ont été attaqués pour calomnie et diffamation avec toutes les conséquences possibles au juridique. Qu'est-ce qu'il leur restait à faire? Avoir, heureusement, des bons soutiens des collègues, des professeurs de la faculté de médecine qui ont réuni les preuves, parce que jusque-là, il n'y avait pas la preuve que le paiement avait été effectué. C'était uniquement sur connivence, du sponsoring pour des conférences. Il y avait bien un professeur de médecine qui avait attiré l'attention 20 ans auparavant, mais rien n'avait fait. On avait dit c'est des disputes entre médecins. Et donc, heureusement, ils ont réussi à avoir la preuve tangible qu'effectivement, il y avait eu du versement d'argent d'effectuer. Une deuxième commission d'enquête, alors ce que je voudrais souligner, c'est que la première commission, loin de moi l'idée de leur jeter la pierre, était totalement ancrée dans ce qu'on appelle une éthique de la conviction, selon Weber. C'est-à-dire, où sont les règlements? Où sont les normes? Je me fie aux normes et aux règlements. Il n'y a pas de règlement qui interdise de faire de la recherche dans tel ou tel domaine. Et puis, si je cherche une norme, comme il n'y a pas de norme académique, je me tourne vers le droit. Et le droit me dit qu'il y a prescription au bout de 5 ans, par exemple. Donc, en fait, au nom de cette logique de la conviction, qui est une logique qui s'inscrit dans un temps linéaire, qui va du passé vers le futur en passant par le présent, on regarde ce qui se passe à un moment T du temps, et puis on dit, qu'est-ce qui est à ma disposition? Et comme cela a été dit précédemment, les délinquants précèdent toujours le droit, donc de toute façon, le droit, il l'est toujours, je pense, était incompétent pour juger. À partir du moment, là ça devenait plus grave, où il y a conflit d'intérêts, puisque le professeur Highlander avait touché de l'argent. À partir de ce moment-là, quand même, l'université, poussée un petit peu par les journalistes, disons-le, a monté une deuxième commission d'enquête. Et là, la deuxième commission d'enquête, il se trouve, je connais très bien les 3 collègues qui sont maintenant, oui, 2 sont décédés et 1 est encore à la retraite, pour pouvoir vous dire qu'ils étaient dans une logique de la conviction, convaincus que leur devoir était de sauvegarder envers et contre tout, et tous étant l'extérieur, sauvegarder cette université qui avait 450 ans d'âge et qui ne devait pas bouger, ne pas être révolutionnée, ne pas être salie. D'accord ?
Soyons tolérants. Passons à la deuxième commission. La deuxième commission, tout à fait différent. Nous nous retrouvons avec un professeur, cette fois-ci, qui s'appelle, je le cite, Timothy Harding, qui, lui, est totalement dans une éthique de la conséquence. C'est-à-dire, et il n'a jamais cité en ma présence Hans Jonas, mais il était dans notre responsabilité à l'égard du futur. Mais le problème, alors la deuxième commission, aucun problème, ils avaient les éléments, ça a été très vite fait. La logique de la conséquence, de l'éthique de la conséquence, c'est comment peut-on améliorer le système pour que ça ne se reproduise plus pour le futur, pour les générations à venir, etc. Et le problème, c'est que, alors, ce qui en est sorti, c'est Rhinelander, le brave type, il était de toute façon rendu à la retraite, donc on lui demandait de prendre sa retraite. Mais ça, je peux vous dire, pour avoir vécu depuis 2004 un bon nombre de situations, que c'est toujours comme ça. C'est curieux, mais ils partent très vite à la retraite une fois que les universités ne peuvent pas faire autrement que de reconnaître les fautes. Et donc, il est parti à la retraite, aucun problème. Qu'est-ce qui est resté à l'université? Dans cette éthique de la conséquence, quand même, on a mis en place des règlements. Et ces règlements d'intégrité, je les ai validés, on en a beaucoup discuté. Ils n'ont pas duré très longtemps à l'université. Ils ont commencé à être distribués. 3 ans après, ils étaient quelque part sur le site. Et maintenant, je pense qu'ils n'y sont plus. Par contre, les professeurs de médecine, qui étaient quand même très têtus, ont utilisé ces règlements d'intégrité pour le... Alors, c'était vraiment des normes, au sens, voilà ce qu'il faut faire, pas faire. Oui. Pour des professeurs s'entendre dire que l'on est dans des directives, ça s'appelait directives, j'ai essayé de dire qu'il ne fallait pas utiliser le mot directive, qu'importe, c'était difficile. Donc les fameuses directives sont quand même passées à Swiss Academy, et de là, elles ont donné tout un mouvement très lent, mais qui finalement a donné, je pense, les débats actuels. Ce que je voulais illustrer par là, c'est qu'à aucun moment, le juridique n'a été capable d'apporter une solution confortable pour le monde académique, et que, au moins une fois, on s'est servi du juridique pour dire « Ah mais non, on ne peut pas traiter ce cas au niveau académique ». Donc voilà ma question est le petit cas, et je peux vous dire que ce cas a 20 ans d'âge, donc, mais il est encore d'actualité avec ce que je vois passer. Merci. Bon, merci. Donc, on a parlé des règles, la réaction d'un établissement, et on veut voir comment les établissements et l'ordre juridique se présentent quand ils sont face à face. Et, je passe le micro à Jean-Baptiste parce que ce qu'il raconte dans son article du livre est vraiment extraordinaire. Jean-Baptiste, ce que tu penses de cette relation à partir de ce que tu as décrit dans l'article? Oui, il y a un point qui est que la plupart des gens qui s'intéressent à l'intégrité académique le voient souvent de l'extérieur, et le monde académique a de base une excellente image en termes d'éthique et de morale, ce qui ne reflète pas, quand on le connaît de l'intérieur, la réalité de cet univers. Moi, j'ai été chercheur à un moment donné, et puis j'ai arrêté de l'être, et après on constate que, évidemment, les autres secteurs ne sont pas forcément mieux-disants, mais c'est parfois difficile d'expliquer à des personnes de l'extérieur pourquoi les gens fraudent, plagient, copient des thèses, copient des articles, écrivent des choses, parce que ça n'a pas forcément d'impact direct, ni sur les revenus, ni sur le salaire, ni même souvent sur la réputation. Très souvent, on fait des fraudes et du plagiat, donc on a du mal à comprendre pour quelles raisons. Souvent, on harcèle, mais pourquoi est-ce qu'on harcèle telle ou telle personne? C'est parfois difficile à réaliser. Et là, on avait un exemple en France extrêmement facile à comprendre. C'est dans le secteur du droit. Et en France, dans le secteur du droit, il y a une astuce, une passerelle, qui permet aux docteurs en droit de devenir à peu près automatiquement avocat. Ce qui fait que c'est assez difficile de devenir avocat en France. Hein. Il y a des études il y a des passages qui sont difficiles. Il y a des examens qui sont durs, etc. Et puis c'est long. Et le fait d'avoir une thèse de droit fait qu'on peut devenir presque automatiquement avocat, ce qui a développé
toute une activité depuis une trentaine ou une quarantaine d'années de thèses de complaisance. Alors le problème, c'est qu'il y a des thèses qui sont des thèses de complaisance, des thèses achetées, puis il y a tout un tas de thèses qui sont tout à fait normales et qui méritent parfaitement que la personne qui a démontré qu'elle était capable de produire 450 pages sur un sujet, bon, ben, elle peut devenir avocat derrière, il n'y a pas de difficulté. Mais là, on avait l'exemple de quelqu'un qui a raté les examens de droit plusieurs fois. Je crois qu'il les a ratés 8 fois. Et puis qui s'acharne, et qui par ailleurs, c'est un deuxième élément intéressant, est quelqu'un qui est connu, c'est un personnage public. Je ne vais pas citer son nom parce que c'est un confrère, il est encore confrère pour l'instant, donc ça m'embête. Mais c'était un personnage public qui était présent dans le champ politique, qui s'était présenté il y a quelques années comme étant le président de Facebook. Enfin, c'est un habitué des coups d'éclat un peu curieux et de l'utilisation des médias. Et à un moment donné, il veut faire ça. Il n'arrive pas à devenir avocat, en tout cas par la voie traditionnelle, et donc il décide de le devenir par la voie d'une thèse. Sa première thèse est refusée par l'Université de Paris 2, qui ne veut pas en organiser la soutenance. Les raisons, on ne les connaît pas, mais on peut supposer que c'était à cause du caractère insuffisamment académique et insuffisamment correct de la thèse. J'ai déjà vu dans un autre exemple aussi une thèse qui avait été refusée à Paris 2 à peu près pour des raisons similaires, mais c'était de la part de quelqu'un qui était déjà avocat. Donc là, c'était vraiment une thèse pour se faire plaisir, pour entrer un petit peu dans l'univers académique, c'était le chemin inverse. Et donc, il y a des universités comme ça qui sont peut-être plus rigoureuses, plus regardantes sur les thèses de complaisance. Donc, il change de directeur de thèse. Il va avoir un directeur de thèse à l'université de Paris 1. Et là, la thèse est publiée. Enfin, la thèse est publiée, la thèse est acceptée, la soutenance se fait, elle est validée. Sauf que, comme c'est une personnalité publique, étant une personnalité publique assez clivante, habituée au clash médiatique, il a beaucoup d'ennemis. Et bien en fait, ses ennemis ont envie de voir à quoi ressemble cette thèse. Et là, la première surprise qu'elle voit, c'est que cette thèse est couverte par le secret défense. Pour 30 ans. Pour une thèse de droit. En plus, oui. Alors, ils comprennent qu'ils sont peut-être face à quelque chose, et partant de là, ils essayent d'aller voir cette thèse, ils insistent, ils font un premier recours contre ce classement en secret défense, ils obtiennent l'autorisation de pouvoir consulter la thèse à la bibliothèque QJAS à Paris, sans toutefois avoir le droit d'en sortir un exemplaire. À l'heure du numérique et des téléphones portables, ce n'est pas forcément le principal problème, ils récupèrent donc la thèse, et à partir de là, se rendent compte que dans cette thèse, visiblement, on est à un niveau de plagiat, on est sur une faute qui correspond à du plagiat. Après, il y a d'autres problèmes, il y a la composition du jury de thèse, il y a pas mal de choses dans cet exemple-là, mais on est à un plagiat qui est autour de 99%, avec des copier-coller entiers, enfin ce qui semble être des copier-coller entiers, de passages entiers de rapports publics, de mémoires de DEA, de plein de choses, et qui ont été mis bout à bout avec assez peu de logique et de souci de la cohérence. Je crois que même le plan a été copié, enfin c'est assez flagrant. Et ils prennent la parole publiquement eux-mêmes pour le dénoncer sur Twitter. Comme il s'agit de quelqu'un qui est public, ça suscite un espèce de buzz. Et il se passe une chose intéressante et qui n'est pas courante, qui est rare. La première fois, quand on avait créé l'IRAFPA, dans la présentation, j'avais mentionné, c'est pas nouveau cette histoire de passerelle en droit, c'est une des grosses motivations de certains étudiants de droit en France pour faire une thèse, hein, c'est de pouvoir devenir avocat derrière. Et j'avais mentionné une jurisprudence, me semble-t-il, de Toulouse, dans laquelle le barreau de l'ordre de Toulouse, le barreau des avocats de Toulouse, avait radié un jeune avocat simplement en constatant que sa thèse était fausse, sauf que là, eh bien, le barreau de Paris, lui, dit bah oui, moi je veux bien le radier, mais pour l'instant, la thèse est toujours valide. Et c'est là que l'université finit par déclencher une procédure d'enquête et une procédure administrative sur l'annulation de la thèse elle-même, mais parallèlement déclenche ce qu'on appelle en France un article 40, c'est-à-dire que, puisqu'on est dans le plagiat, on est dans de la contrefaçon. La contrefaçon, c'est un délit. À partir du moment où en France, un fonctionnaire a connaissance d'un délit, il est supposé en informer le procureur de la République qui voit ce qu'il fait, qui a le choix et qui décide ce qu'il fait. Et là, pour la première fois, à notre connaissance, on a alors il se trouve qu'en plus c'était l'administrateur provisoire de Paris 1, parce qu'il y a tout un problème de gouvernance et d'élection à Paris 1 en ce moment. Il y avait l'administrateur provisoire qui est professeur de droit et qui est assez à cheval
sur les questions d'intégrité par ailleurs, et qui donc considère que c'est un problème grave et décide de prévenir le procureur de la République. Et ce qui est marrant, c'est que c'est à ce moment-là que ça déclenche tout un tas de choses. D'abord, les journalistes de la presse qui s'y intéressent sont les journalistes justice, donc ils comprennent comment fonctionne une enquête, etc., et qui savent aussi récupérer des informations et les vérifier. Et puis le fait d'avoir tout d'un coup des policiers qui se font communiquer des documents, qui peuvent convoquer, qui peuvent croiser des interrogatoires et éventuellement ensuite décider potentiellement d'aller vers des peines qui sont plus lourdes, ça stresse également tout le monde. Ce qui fait que finalement l'enquête administrative avance plus vite peut-être aussi, stressée un petit peu par la partie pénale, et que la thèse est radiée, il y a un appel qui est fait, finalement il est radié du barreau quelques mois plus tard, là aussi un appel est fait, le processus est en marche, mais ce qui est curieux si vous voulez, c'est que ce processus, cette façon de prévenir le procureur de la République, de prendre des mesures, parce qu'en fait on est sur des choses graves qui peuvent avoir des conséquences lourdes, on parle de quelqu'un qui pourrait être avocat alors qu'il n'en a pas les compétences, donc il va perdre des procès, donner des mauvais conseils aux gens, mettre les entreprises en faillite. Vous voyez, enfin, on est sur quelque chose de grave dans l'environnement quotidien et pas seulement dans un secteur académique. On est sur la société en général. C'est vrai de tous les postes académiques, hein, ils ont toujours un impact sur la société. Et là, c'est très direct. Eh bien, on regrette un petit peu que ça ne soit pas une mesure qui soit plus traditionnelle, plus dynamique. Et ce qui est triste, c'est que finalement, aujourd'hui, on a l'impression que pour qu'on ait une réaction publique sur ces sujets, il faut qu'on soit sur des personnes qui soient extrêmement connues, dans des cas où les gens décident d'en faire un cheval de bataille incroyable, avec une perte d'énergie délirante, alors que ça devrait être peut-être un des tout premiers réflexes de prévenir des gens qui savent comment on enquête et qui ont les moyens et la légitimité de forcer l'enquête à avancer. Merci Jean-Baptiste. C'est vraiment un thriller juridique, académique incroyable. Et puis, il faut voir vraiment ce qu'il y a là-dedans, parce que ça affecte pas seulement une catégorie et tout ça, c'est toute la société. Et on parle de la société et des sociétés, parce que je voudrais demander à Marie-Avril, parce qu'elle a l'expertise des deux cultures juridiques françaises et allemandes, ce qu'elle pense. Que tu penses sur le sujet dont on parle maintenant? Merci beaucoup pour... vous m'entendez? Merci beaucoup pour votre invitation et merci Jean-Baptiste pour ces remarques que tu formules. Je trouve que cette histoire est édifiante. J'avais félicité le président provisoire de l'université lorsque j'ai su qu'il s'était emparé de l'affaire au titre de l'article 40 et qu'il avait effectivement dénoncé cette affaire au pénal en fait. Et en fait, elle témoigne, cette affaire, d'un réel problème auquel on fait face en France. Je dirais que c'est un problème qui est plutôt français, qui est que se passe-t-il lorsqu'il y a une indélicatesse à l'intégrité académique en France? Est-ce que le dossier va être enterré ou pas? Voilà. Et comme tu le dis justement, là, c'est parce que la presse s'était emparée du dossier qu'on s'est dit qu'il ne pouvait pas laisser l'affaire impunie. Et je dirais que les lanceurs d'alerte ont eu de la chance parce qu'ils n'ont pas été poursuivis en diffamation. Ils auraient pu, dans certains cas, être poursuivis en diffamation parce qu'il n'y avait même pas encore de procès. Bon, voilà. Et donc, je trouve que je te remercie beaucoup pour ce témoignage parce que, à mon sens, il a tout dit. C'est-à-dire que en France, il existe des affaires de plagiat, il en a régulièrement, et l'université ne fait pas son travail. Et c'est à l'occasion en fait d'une affaire de plagiat que j'ai rencontré l'IRAFPA et que j'ai été invitée en fait à parler de ce sujet-là. J'ai défendu, donc je suis installée en France et en Allemagne, et j'ai défendu une chercheuse française installée en Allemagne qui découvre dans un livre qu'elle lisait sur un sujet sur lequel elle avait effectué et rédigé une thèse d'habilitation d'étranges ressemblances avec son propre travail. Alors moi, je suis juriste et je crois dans le droit. Je ne suis pas... je sais que le droit est un peu lent, je sais qu'il se passe beaucoup de choses avant que le droit rattrape, etc. Mais je pense que le droit est fondamental, qu'il est structurant, qu'il y a des tas de chercheurs qui font des travaux extrêmement importants, qui permettent de réfléchir à des qualifications. Je crois en la valeur des normes internationales. Et pour moi, il n'y a pas de, on n'a pas de contrat sans pain, sans
pour pouvoir aller pour pouvoir acheter notre minimum vital. Il n'y a pas il n'y a pas d'impôt sans contrat, etc., etc. Donc je pense que le droit est là et que c'est un accompagnement et qui permet de dire les règles et qui permet d'encadrer. Alors, en France, justement, j'ai constaté que le pouvoir académique ne faisait pas son travail. Et lorsque cette chercheuse française, franco-allemande, est venue me voir, nous avons étudié son ouvrage, nous avons constaté l'existence étonnante de recoupements qui ne relevaient pas du hasard ou de la nécessité, qui ne relevaient pas du mensonge blanc indispensable, mais qui étaient de véritables copier-coller et de véritables paraphrases. Elle a envisagé de contacter l'université. Je lui ai dit, bien, fais-le, je ne voulais pas l'en empêcher, c'est toujours important aussi d'envisager toutes les possibilités. Elle a contacté quelques professeurs qu'elle connaissait qui se sont comment dire, empressés de lui dire, ma chère amie, vous n'y songez pas, ça n'est rien, écoutez, ça peut se régler comme ça, mais nous ne croyons pas véritablement à ce plagiat, etc., etc. Et donc, forte de cette constatation-là, je lui ai dit, je pense que nous devons saisir les tribunaux, parce que j'ai peur qu'en saisissant l'académie, en saisissant l'université, il ne se passe rien, votre dossier soit enterré. En revanche, un juge civil, il doit saisir, il doit trancher. Et c'est exactement ce qu'a fait Thomas Clé, pour ne pas le citer, ce président provisoire, qui a dit il faut qu'on saisisse le juge. Et donc, nous avons saisi le juge après avoir effectué des tentatives amiables. Et après 8 ans en fait, de procédure, donc première instance, tribunal judiciaire, cour d'appel de Paris, cour de cassation, chaque instance, chaque niveau a confirmé l'existence d'un plagiat, ma cliente a obtenu donc justice. De quoi parle-t-on? En termes juridiques, le plagiat n'existe pas. Il existe, c'est un terme, je dirais, oui, plus d'éthique. Nous avons en droit la notion de contrefaçon, c'est-à-dire une violation en fait des droits de l'auteur qui sanctionne, malheureusement pour les chercheurs, qui sanctionne la reprise de la forme. C'est-à-dire que les idées sont de libre parcours, les idées sont libres. Donc on ne peut pas sanctionner, un juge ne peut pas sanctionner quelqu'un qui va faire un paraphrase intelligent, le plagiat astucieux, la reprise, l'accaparation d'idées. Ce que le juge peut sanctionner en revanche, c'est la reprise formelle, c'est-à-dire la reprise de phrases originales. Et donc dans notre affaire, ma cliente, pour ne pas la citer, Béatrice Durand, avait elle-même relevé en tant que chercheur à peu près 80 ou 70 reprises, et à la fin ce sont une douzaine qui ont été considérées comme contrefaisantes par les différents tribunaux successifs. Peu importe, ce qui comptait, c'était la condamnation. Est-ce à dire que le droit, du coup, le droit d'auteur ne protège pas le plagiat? Alors effectivement, c'est un véritable sujet, c'est-à-dire que à mon sens, le droit d'auteur n'appréhende pas suffisamment et ne peut pas protéger suffisamment la recherche parce qu'il ne protège pas les idées. Et donc, c'est à l'académie, en fait, c'est au système de recherche qu'il appartient, à mon sens, de s'approprier ce sujet et de définir des systèmes dans lesquels la recherche et le chercheur pourra être protégés. Alors, je n'ai plus qu'une minute pour vous expliquer en crash le système allemand qui, lui, justement, étant installé en Allemagne, je suis allée voir ce qui se passait outre-Rhin. Et outre-Rhin, j'ai été d'abord effarée de ne pas voir un seul procès judiciaire. Il n'y avait pas de procès de plagiat dans la recherche. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font? Non, parce que l'université, le monde de la recherche s'est doté d'instruments suffisamment forts depuis les années 1970 qui définissent, alors je reviens à ma définition, moi je suis une juriste, donc il faut qu'il y ait des mots, qui définissent en fait un corpus, d'abord un code de bonne conduite dans la recherche. Qu'est-ce qu'est un travail de recherche? Un travail de recherche, c'est un travail qui enrichit la pensée, qui apporte une nouvelle pierre à la connaissance. C'est ça le critère fondamental en Allemagne. Il y a cet enrichissement de la recherche. Et une définition de ces modalités de recherche, une définition des actes qui sont problématiques, et ensuite une définition
des sanctions qui peuvent être prises par les universités, les différentes instances de recherche. Tout cela a été mis en place dans le cadre d'une commission intitulée « Autocontrôle dans la recherche ». Donc c'est le monde de la recherche qui gère lui-même cette difficulté-là, avec la petite baguette, c'est-à-dire que si les institutions ne mettent pas en place et ne poursuivent pas activement les chercheurs indélicats, eh bien, leurs subventions sont sucrées. Et donc, nous avons réfléchi aussi, c'est un sujet que nous avions adopté. Il me semble qu'un système qui fonctionne implique, en tout état de cause, une définition des procédures et des sanctions. L'Allemagne a fonctionné par le système de subvention. On a aujourd'hui des systèmes de rating, de notation. Je pense que ce sont des instruments qui peuvent être utilisés. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Marie-Avril. C'est vraiment très important ce que tu as dit, parce que moi aussi, je pensais qu'entre le juridique et l'académique, il y a souvent des différences entre définition, concept, notion clé sur l'intégrité, sur le plagiat. À propos du système juridique roumain est un petit peu avancé parce qu'on reconnaît le plagiat, on ne parle pas de contrefaçon, juste qu'il y a des fausseurs, peinture et tout ça, contrefaçon, billets de banque. Mais en matière de plagiat, on dit plagiat. Ça, c'est une autre histoire. Mais tout le sujet dont on parle ici, juridique et académique, a un autre côté aussi. C'est l'encadrement des données de recherche et comment le juridique et comment le monde de la recherche regarde ce encadrement des données de recherche. Sonia Morales, elle est vraiment une des plus indiquées de parler de ça. Sonia, tu nous entends? Tu es avec nous? Oui, elle est avec nous, mais je dois attendre 30 secondes que ça, le système. Mais Sonia, tu peux parler. Est-ce qu'elle peut parler? Oui, elle même peut parler. Si on elle la peut voit parler. pas, même mais si on va la voir bientôt. Mais on voudrait la voir parce que mais sinon, de parler, ça c'est. Ah oui. Moi, je veux bien en profiter pour dire quelque chose. Hein. En faisant mes différentes recherches pour écrire cet article, merci beaucoup à Michel d'avoir poussé. Moi, je suis une praticienne, donc je trouve très intéressant d'être obligée de fouiller plus. Je suis tombée en fait sur une revue publiée par le ministère de l'Éducation et de la Recherche en France, qui en fait montre à mon sens très bien les difficultés qu'on a en France, c'est-à-dire que il n'y a pas de définition du plagiat en France, et ce numéro de cette revue dit en fait le plagiat c'est la contrefaçon, en fait c'est le copier-coller. Donc finalement je pense que ce travail de définition qui revient est important. Excusez-moi, c'est même pas dans la loi des droits d'auteur que le plagiat n'est pas non. La loi sur la propriété intellectuelle. Mais je veux dire que effectivement, c'est là où l'IRAFPA s'est retrouvé. C'était très important puisqu'on a développé une méthodologie qui est utilisée, c'est-à-dire une méthodologie où on a défini quelle était la nature du plagiat. Est-ce que c'était du copier-coller pur et simple, donc de la contrefaçon? Est-ce que c'était de la transformation? Est-ce que c'était du vol d'idées ou d'autres choses? Parce qu'il y a aussi du détournement de photos sans autorisation, etc. Et ce qui est très étonnant, c'est que la méthodologie d'expertise de l'IRAFPA est utilisée à la fois dans les universités, dans certaines universités, dans celles qui ont la volonté de faire de véritables analyses, et elle est utilisée également par les avocats des victimes. Là, c'est plus facile. Mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a été obligé, en tant qu'association scientifique, de créer une méthodologie parce qu'effectivement, je suis d'accord, elle n'existe pas. Bon, merci. Donc, Sonia, tu es avec nous. Si tu as suivi ce qu'on a parlé depuis 20 minutes ici, mais il s'agit des choses que tu connais très bien. Donc,
quel est ton point de vue sur cette question du juridique et académique quand il s'agit de, disons, de l'encadrement des données de recherche? Parce que c'était ça, disons, un petit peu le sujet de ton article, mais une préoccupation. Oui, tout à fait. En fait, je vais rebondir aussi pour compléter l'information par rapport à la loi canadienne sur le droit d'auteur. Nous n'avons pas non plus de définition de plagiat. Le plagiat est traité comme en intégrité académique, donc à l'intérieur des murs de l'institution. Là, à ce moment-là, l'Université Laval a un cadre réglementaire sur le plagiat, un règlement disciplinaire qui est très, très complet avec des sanctions appropriées selon le degré de l'infraction. Mais effectivement, au Canada non plus, le plagiat n'est pas inclus dans la loi sur le droit d'auteur. Donc, on distingue vraiment plagiat comme étant un copier-coller et une infraction en droit d'auteur, donc une contrefaçon lorsque c'est une reproduction sans demander la permission à l'auteur, par exemple, d'une partie importante de l'œuvre. Donc, c'est vraiment deux choses, deux notions, deux concepts qui sont traités complètement en parallèle. Il y a des points de jonction, évidemment, et c'est là que souvent le Bureau du droit d'auteur, pour lequel je suis gestionnaire, intervient. Donc, peut-être juste vous parler brièvement du Bureau du droit d'auteur parce que tout tourne un peu, en fait, mon article, le chapitre de livre que j'ai rédigé, c'est un peu des questions que je reçois au Bureau du droit d'auteur sur qu'est-ce qu'on fait avec les données de la recherche. Pourquoi c'est urgent de bien gérer les données de la recherche? Parce que c'est un processus qui est inclus dans avec l'intégrité académique, la gestion des données de la recherche, l'accès, le partage, les autorisations, la conformité des données, c'est plus largement de l'intégrité scientifique ou de l'intégrité intellectuelle. Donc, au Bureau du droit d'auteur, on agit beaucoup en amont sur les données de recherche parce que la gestion des données de recherche, c'est quand même relativement nouveau. On commence à se structurer parce que là, avec l'intelligence artificielle, les données massives des recherches, de recherche qui sont utilisées, donc on s'interroge vraiment sur la façon de bien gérer les données. Donc, ça fait partie d'une démarche d'intégrité plus large ou je dirais peut-être une démarche de bonne gouvernance. Donc, on agit beaucoup en amont. C'est un processus de conformité en amont, comme je le disais. La réflexion, elle est éthique, elle porte aussi sur la bonne gouvernance. Donc, on doit se poser la question sur la nature des données parce qu'elles ne seront pas traitées de la même façon selon ce qu'on décide si la donnée, elle est protégée par le droit d'auteur, c'est-à-dire que c'est une donnée qui est analysée, compilée, où là, il y a eu un travail d'auteur qui a été effectué. Donc, plus qu'une idée, plus qu'une observation factuelle, la donnée doit être travaillée pour devenir une œuvre protégée par la loi sur le droit d'auteur. Sinon, bien, on est dans la donnée brute, dans la donnée factuelle et en ce moment, au Canada et auprès des organismes subventionnaires, la donnée, elle est considérée, la donnée factuelle, elle est considérée comme un bien collectif. Donc, à ce moment-là, c'est facile de dériver et d'utiliser le bien collectif de n'importe quelle façon. Donc, c'est pas parce que c'est un bien collectif, c'est pas parce que ça fait avancer la science, ça a des répercussions importantes sur la société, la collectivité, la santé en général, que ces données-là ne doivent pas être gérées également. En fait, à l'Université Laval, chaque plateforme, chaque banque de données a ses propres règles parce que le droit ne légifère pas encore sur la donnée. Le droit, lui, va légiférer sur le renseignement personnel. À ce moment-là, ben, si la donnée est une donnée sensible, qui est un renseignement personnel, c'est là que les lois et les règlements vont intervenir au Québec et au Canada. Sonia, Sinon, c'est géré par les différentes plateformes. Sonia, en fait, oui. Make a statement, please. Est-ce que tu peux, disons, emballer, donner une sorte de définition de l'état des lieux en ce moment? Oui, ben en fait, c'est ça. L'état des lieux, c'est si c'est une donnée compilée, analysée, c'est la loi sur le droit d'auteur qui va s'appliquer.
Si c'est une donnée brute, une donnée factuelle, une donnée d'observation, à ce moment-là, c'est considéré comme un bien collectif. Et là, il n'y a plus de législation. La donnée collective, en fait, le jeu de données considéré comme un bien collectif va être géré de manière éthique selon les principes de bonne gouvernance, mais il n'y aura pas de juridique à travers la gestion des données, sauf si c'est un renseignement personnel. À ce moment-là, c'est la loi sur l'accès à l'information des renseignements personnels, le Code civil, la Charte des droits et libertés, qui va venir dire, faites attention si la donnée est personnelle, si c'est une donnée sensible, à ce moment-là, vous devez obtenir le consentement du participant. Merci, Sonia. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, il y a comme un flou juridique Merci. en ce moment. Merci, Sonia. Bon, j'ai maintenant une petite surprise. J'ai invité une collègue à moi qui est de l'Université de Bucarest. Elle va parler un petit peu en anglais pour 3 minutes. C'est ça ce que je lui ai donné, 3 minutes. 2 minutes et demie. Pardon? 2 minutes et demie. Non, je lui ai promis 3 minutes et je suis un homme qui... De parole. Oui, de parole, oui. Donc, Emilia Cercan, elle est enseignante à l'Université de Bucarest, journaliste d'investigation, et est à l'origine des enquêtes sur le plagiat des parlementaires dignitaires et des gens qui font partie des élites en Roumanie. Et maintenant, elle va faire un petit peu le point sur ce que elle et moi, nous sommes engagés dans une sorte de dialogue constructif avec le ministre de l'Éducation en Roumanie qui a voulu changer la méthodologie d'analyser le plagiat dans les thèses doctorales en sortant du domaine de l'éthique. Le ministre. Emilia, you are with us. Can you hear us? Yes. Okay, you have 3 minutes. Thank you. So Thank you please so go much. ahead. Thank you so much for inviting me, for having me here. And I will speak in English, but I just follow your speeches earlier, and I'm very happy to be here. I will be very short. I just want to tell you that 10 years ago, probably in Romania, academic integrity was a marginal issue for the higher education community and for academia, for the whole academia. Well, now, 10 years later, we have new procedures, we have new legal provisions, but because of political influence, we are every day in a danger, in a big danger. What we gained and what we succeed to implement in these 10 years to be lost very, very quick. And now, in the last days, the Minister of Education is trying to change the legal preventions of how the academic community is verifying plagiarism accusation in PhD dissertations, because we in Romania have in the last 10 years many accusations of plagiarism in PhD dissertations of many top politicians in very high public position. So this is my very short message. Even we are doing great steps in order to implement academic integrity in higher education, we are in a big danger in the front of political interventions in academic community. Even we have autonomy in universities. Thank you so much. Thank you very much, Emilia. Donc, ce qu'Emilia nous a dit, c'est vraiment une minuscule partie de ses efforts qui datent depuis 4 ans pour dévoiler les plagiats des hauts fonctionnaires de l'État.
Elle a un courage extraordinaire et on est ici vraiment dans la situation avec l'IRAFPA et la nouvelle démarche de l'IRAFPA dans le sens d'un mouvement. Il faut faire vraiment, il faut agir parce que si on laisse les choses encapsulées, soit dans le milieu académique, soit dans le milieu juridique, sans aucun dialogue constructif entre eux, on est un petit peu en vague. Oui. Marie-Avril, oui. J'aimerais revenir à l'exemple allemand. Cette question des lanceurs d'alerte et cette question effectivement de la dénonciation peut-être extrêmement dangereuse dans certaines situations, intégrité physique, mais évidemment perdre sa profession, etc., être blacklisté dans une carrière universitaire. Il existe un instrument extraordinaire qui est l'instrument, les sites internet communautaires du type Wikipédia. Et en Allemagne, s'est développé un site qui s'appelle Vroniplag, dans lequel les personnes, tout un chacun, peut examiner un travail de recherche, un livre, et indiquer quelles sources sont à son sens décopiées, décollées, etc. C'est un travail communautaire qui s'est développé et qui aujourd'hui a réussi à épingler à peu près, je crois, 200 travaux universitaires. Donc c'est considérable, tout en permettant de préserver l'anonymat. Merci. Il y a des questions dans la salle. Le temps est vraiment un désastre pour nous. Donc, Pierre-Jean Bengozi, j'ai vu. Pierre. Ouais. Pierre-Jean. Ouais. Oui, Pierre-Jean Bengozi, très rapidement, pour rebondir notamment sur le dernier point. On parlait de diplomatie tout à l'heure dans la session précédente. La question, c'est est-ce que les cas de plagiat doivent être réglés dans une forme de confidentialité qui est aussi une protection, y compris des plagiaires qui peuvent faire des erreurs et qui ne sont pas forcément voués au pilori pour autant, sanctionnés mais pas voués au pilori, versus des solutions communautaires, et on a des équivalents aussi en France, mais qui par contre vont garder une trace ad vitam aeternam et avoir finalement des conséquences bien plus graves que la sanction que pourrait donner l'instance. Je ne sais pas comment, voilà. Je soulève le point parce que c'est un problème. On rebondit sur... Pierre-Jean, la question, c'est quoi, en effet, si tu... Comment arbitrer entre finalement des formes de sanctions communautaires et qui ont des limites parce qu'elles ne sont pas modérables versus des sanctions qui sont finalement une forme de tribunal arbitral de la science, comme il existe un tribunal arbitral du sport. On doit reprendre ça, Dominique. C'est Dominique Legout. Oui, juste pour répondre à ça, je pense que ces systèmes communautaires, malheureusement, se mettent en place lorsque l'institution elle-même faillit, ne fait pas son travail. Si une institution effectuait son travail de sanction, de contrôle, ça n'arriverait pas. Oui, Sarah, s'il te plaît. Oui. Oui. Juste pour enchaîner sur la question des sites, il y a PubPeer qui a été fondé par des scientifiques avec une relecture anonyme des work papers et puis une dénonciation du trucage des données, etc. Donc c'est des choses qui existent. Mais je voulais juste poser une question en fait plus générale, c'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord qu'il faut des normes, des définitions, etc. Mais en même temps, je pense que de même que vous disiez que le droit était toujours un petit peu en retard, l'université est toujours un peu en retard. Paris 1, par exemple, a beaucoup évolué ces dernières années, justement à cause de ces affaires qui ont été portées médiatiquement. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu par la peur du bâton que la prise de conscience advient. Mais donc je pense qu'il y a vraiment en fait une complémentarité des approches, disons, externes à l'académie et internes à l'académie. Et c'est cette synergie qu'il faut encourager. Et juste pour aller quand même toujours un petit peu dans ce sens, je pense que le système de lanceurs d'alerte n'est pas encore assez développé à l'université. Et effectivement, dans la culture française, le lancement d'alerte a beaucoup de mal à s'implémenter, pas seulement dans l'université, mais aussi dans les entreprises. Je prends parce que ça m'est encore arrivé. Actuellement, ce qui m'est totalement insupportable dans les sites de dénonciation, etc., c'est qu'on est obligé de faire cela, mais on assiste à des lynchages. J'ai essayé de canaliser un cas
d'une jeune femme dont ses pairs refusent qu'elle entre au CNRS. Mais j'ai expliqué la méthodologie très calme de l'IRAFPA pour faire une médiation, pour qu'elle reconnaissait la personne, ses effets, et pour dire on se calme. Et j'ai donné la méthodologie, le type de choses qu'il fallait. Et mes interlocuteurs disaient, mais on n'arrivera jamais à calmer nos collègues. Et effectivement, les collègues ont monté une affaire interne, ont dévoilé des cas. Donc je ne peux pas accepter... Alors là, c'est en tant que personne et en tant que présidente de l'IRAFPA, je ne peux pas accepter le lynchage systématique par certains dès que quelqu'un a été déclaré coupable. C'est 9 fois sur 10 vrai, mais je pense qu'on devrait peut-être réfléchir à ce que veut dire le mot tolérance, dans le sens que si on n'est pas solidement ancré dans la tolérance à l'égard des fraudeurs, à l'égard des délinquants, alors on a des dérives, et je ne suis pas certaine que tous les règlements du monde et toutes les lois du monde arrêteront ces dérives. Je rebondis un peu plus sur ce qu'a dit Pierre-Jean Mangozzi. C'est en train de se produire, je trouve ça intolérable. Ce lynchage, qu'est-ce qu'on veut lui raser la tête, là? On veut faire quoi à la personne? Est-ce que... Marie-Avril, quelqu'un qui demande qu'est-ce qui a fait qu'historiquement l'Allemagne, et si on avance sur l'autogestion du plagiat, et puis quelqu'un qui dit aussi est-ce qu'on sait s'il y a une asymétrie également entre Suisse romande et Suisse allemande? Tu vas faire une Eh bien, sur l'Allemagne, l'affaire date des années... C'était un mouvement qui date des années 1990. Il y a eu un grand scandale qu'on appelait le scandale Hermann, lié à 2 chercheurs et stars de la cancérologie qui avaient falsifié à très haute échelle des données, des données. Et à la suite de ça, l'Allemagne, qui repose beaucoup sur sa recherche quand même, sur ses brevets, etc., l'autorité de tutelle qui s'appelle qui gère en fait toutes les institutions de recherche qui bénéficient de subventions, donc à la fois le Max Planck Institute, les universités, les instituts d'universités indépendants, s'est saisi du problème et a créé cette commission donc, pour l'autocontrôle dans la recherche, confiant l'élaboration de recherche de principes généraux qui devaient ensuite s'imposer aux universités dans un certain délai, etc. Donc il y a eu une volonté du monde de la recherche de se prononcer et de s'attribuer en fait ce contrôle avant qu'une loi ou qu'une décision politique finalement ne vienne s'immiscer là-dedans pour garder son indépendance et pour garantir que ça fonctionne. Si Marie-Avril, on prend pour 1 minute Jacques Pi et puis Jean-Baptiste Souffron, et ça c'est tout parce que... Mais c'est une question de la salle, on ne peut pas vraiment... C'est pas une question, c'est un commentaire. Pardon? C'est un commentaire. Donc Jacques Pi, Université de Toulouse. Je ne voudrais pas laisser dire que structurellement, les choses sont si différentes en France qu'elles peuvent l'être en Allemagne ou au Canada. Parce que, en fait, sur le plan du principe général, mon Dieu, on voit qu'il y a par endroit un faible recouvrement entre ce qui relève des tribunaux et ce qui relève du disciplinaire, par exemple pour ce qui concerne les abus sexuels. Donc moi, je suis juge d'appel au sein du CNESER, la Commission nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche. On voit passer des dizaines d'affaires qui relèvent d'harcèlement sexuel et qui ne seraient jamais traitées par les tribunaux. Par exemple, un enseignant qui va prendre la main systématiquement de ses étudiantes quand il consulte une copie, ou qui embrasse des étudiantes sur le front. Jamais, je suis pas d'accord. Jamais un procureur de la République ne se saisirait d'affaires comme ça, et pourtant, sur un plan disciplinaire, ça pose un problème. Le plagiat d'idées, c'est pas si différent. Ça n'intéresse pas les tribunaux, mais ça intéresse les commissions disciplinaires, les sections disciplinaires des universités, et on voit passer, je ne dis pas avec régularité, mais on voit passer des cas de plagiat de ce type-là au CNESER, avec des condamnations qui peuvent être assez sévères. Merci. Et la Merci. personne dont parlait Jean-Baptiste Souffron, elle aussi va passer au CNESER et à mon avis sera condamnée assez lourdement.
Merci Jacques, c'est OK. Non, Jean-Baptiste, mais ça juste- tombe, ça tombe bien parce que ça permet c'était le point que je voulais dire. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que c'est exactement le contraire et que les exemples qui viennent d'être donnés sont traités tous les jours dans plein de secteurs professionnels par les tribunaux. La différence, c'est que, et c'est vrai dans d'autres secteurs, il se trouve que je suis aussi au conseil d'administration de l'association des journalistes féministes en France, qui traite les agressions sexuelles dans le secteur du journalisme. Eh bien oui, c'est pareil. Vous avez le rédac-chef, le patron, le collègue qui dit non, tu vas quand même pas aller, il t'a mis la main sur la cuisse, mais écoute, voilà, il avait un peu bu, c'est pas grave. C'est pareil, c'est la même chose. C'est le silence académique et le fait que l'académie se vive comme un monde à part, tout comme le journaliste se vit à part, tout comme les médecins se vivent à part, tout comme les gynécologues, là il y a tout un scandale sur les gynécologues en ce moment, etc. Et c'est le fait de se confondre à l'extérieur, et quand tout d'un coup les victimes sont encouragées à agir, ça fait deux choses. D'une part, de temps en temps, il y a des condamnations, et d'autre part, ces condamnations, on s'aperçoit qu'elles sont graduées, et que les gens, on ne les envoie pas non plus en prison pour 50 ans, parce qu'ils ont mis la main sur la cuisse d'une jeune fille, ou parce qu'ils ont plagié 50 lignes dans un texte. Jean-Baptiste, Pour on reste l'instant, on ici. n'a pas, et C'est- tant qu'on n'a pas de décision, le problème, c'est qu'on a cette espèce de lynchage qui se produit, parce que la nature a horreur du vide, et tant que les gens n'iront pas se plaindre auprès des tribunaux, c'est sûr que les tribunaux ne vont pas s'y intéresser, ils ne peuvent pas se saisir d'eux-mêmes. Bon, merci et je vous remercie pour toutes vos interventions et j'espère que ça a eu du sens cette session. Merci beaucoup.